Chapitre 3. Le fantôme de Genève lieu, massif des Aravis, Haute-Savoie, France date 15 juillet 2027. L'action à 2153 mètres d'altitude exactement selon l'altimètre analogique, suisse qu'il consultait compulsivement plusieurs fois par jour. La nuit alpine n'était pas un simple voile opaque jeté sur le monde, une obscurité bienveillante propice au repos et à l'oubli temporaire des tourments diurnes. Non, c'était un étau glacial implacable, suffocant qui comprimait la poitrine, qui écrasait les poumons, qui vidait l'air de son oxygène déjà raréfié par l'altitude, qui transformait chaque respiration en un effort conscient douloureux, qui pénétrait par tous les interstices des vêtements superposés, qui s'infiltrait jusqu'à la moelle des os avec ses doigts gelés d'une température descendue cette nuit-là, à moins 15 degrés Celsius, selon le thermomètre extérieur, aggravé par un vent de nord-est cinglant, catabatique qui dévalait depuis les néves éternelles des sommets environnants en hurlant, comme une meute de loups affamés. Dans la bergerie ancestrale en ruine, cette construction primitive de pierres sèches empilées sans mortier datant probablement du XVIIIe siècle, quand les bergers savoyards faisaient encore paître leurs troupeaux de moutons dans ces alpages vertigineux durant les brefs étés alpins, accrochés de manière presque miraculeuse, défiant les lois de la gravité et du bon sens architectural au flanc nord abrupt, presque vertical, balayé par les avalanches hivernales de la pointe percée. Ce sommet calcaire déchiqueté de 2750 mètres qui domine majestueusement le massif des Aravis en Haute-Savoie, accessible uniquement par un sentier muletier à peine tracé, qui disparaissait complètement sous la neige durant les 6 mois d'hiver rigoureux, transformant l'endroit en forteresse naturelle inexpugnable. Elias Van frissonna violemment, involontairement malgré les 4 couches de vêtements techniques superposés qu'il portait, sous-vêtements thermiques en laine mérinos, polaire épaisse, doudoune en duvet d'oie, veste Gore-Tex coupe-vent. Il ne ralluma pas le petit poêle à bois artisanal rouillé qu'il avait trouvé dans un coin de la bergerie lors de son arrivée clandestine, 3 semaines auparavant, ce poêle bricolé avec des bidons métalliques soudés grossièrement qui auraient pu diffuser une chaleur salvatrice, réconfortante dans cet espace glacial de 15 mètres carrés aux murs de pierre humide, couverts de mousse et de lichens, au toit en partie effondré laissant voir par endroits le ciel étoilé d'une clarté surnaturelle à cette altitude. Il ne céda pas à la tentation presque irrésistible d'allumer ne serait-ce que quelques bûches ramassées péniblement dans la forêt de mélèze en contrebas pour réchauffer ses doigts engourdis, douloureusement gelés au point qu'il ne sentait presque plus ses extrémités. Il résista à cet appel primitif, viscéral du feu, de la chaleur, du confort minimal, parce qu'il savait, avec cette certitude mathématique, qui caractérisait son esprit de physicien théoricien formé aux disciplines les plus rigoureuses, qu'il était précisément 2h17 du matin heure locale, selon sa montre mécanique Rolex Submariner héritée de son grand-père, ce modèle robuste, sans composants électroniques, donc intraçable qu'il ne nécessitait pas de piles et qu'il remontait religieusement chaque soir, l'heure exacte, calculée avec une précision astronomique, grâce aux éphémérides satellitaires qu'il avait mémorisées avant sa fuite, ou les satellites de surveillance militaire géostationnaire de nouvelle génération surnommés Argus en référence aux géants mythologiques grecs aux sans-yeux qui ne dormaient jamais, ces monstres technologiques lancés conjointement par la NSA américaine et le GCHQ britannique dans le cadre du programme classifié Oversight Constellation, positionné à 36 000 km au-dessus de l'équateur, mais dont les capteurs infrarouges hypersensibles de dernière génération capables de détecter des variations thermiques de l'ordre du dixième de degré Celsius balayaient systématiquement, méthodiquement ce secteur précis des Alpes occidentales françaises, toutes les 92 heures selon un pattern orbital qu'il avait reconstitué mentalement. Une signature thermique, même aussi infime, aussi insignifiante qu'un modeste conduit de cheminée en tôle galvanisée à peine tiède, diffusant la chaleur résiduelle de quelques braises mourantes dans un poêle presque éteint, serait dans le spectre infrarouge analysé en temps réel par les algorithmes d'intelligence artificielle qui traitaient les téraoctets de données collectées par ces satellites espions comme une fusée de détresse aveuglante, comme un phare lumineux dans l'obscurité totale, comme un doigt accusateur pointé depuis l'espace extra-atmosphérique directement sur sa cachette, déclenchant instantanément des alertes dans les centres de commandement souterrains de Fort Meade dans le Maryland et de Cheltenham dans le Gloucestershire, provoquant l'envoi immédiat de drones de reconnaissance NQ-9 Reaper, basés sur la base aérienne américaine d'Aviano en Italie du Nord, suivis sous 48 heures par des équipes d'intervention spéciale du GIGN français ou pire encore, des escadrons de la CIA spécialisés dans les extractions ou les éliminations ciblées, des hommes entraînés aux opérations en haute montagne qui viendraient le cueillir comme un fruit mûr ou l'abattre comme un chien enragé selon les ordres reçus. L'ancien prodige internationalement célébré du CERN, le Centre européen pour la recherche nucléaire de Genève, cette cathédrale de la physique des particules où les plus brillants cerveaux de la planète tentaient de percer les secrets ultimes de la matière et de l'énergie, l'homme au QI stratosphérique de 172 qui avait publié son premier article dans Physical Review Letter, a 19 ans seulement alors qu'il était encore étudiant en master,
qui avait obtenu son doctorat à 22 ans avec les félicitations unanimes du jury international, qui avait été nommé directeur adjoint de la division théorie à l'âge incroyablement précoce de 31 ans, faisant de lui le plus jeune cadre supérieur de l'histoire de l'institution. L'homme qui avait fait littéralement trembler la réalité elle-même sur ses fondations ontologiques, il y a exactement 63 jours selon le compte obsessionnel qu'il tenait quotidiennement en traçant des bâtons sur le mur de pierre comme un prisonnier dans sa geôle, lors de cette expérience catastrophique non autorisée, non supervisée dans l'accélérateur de particules qui avait provoqué une anomalie spatio-temporelle localisée détectée par tous les sismographes d'Europe occidentale et interprétée officiellement comme un séisme de magnitude 4, dont l'épicentre aurait été situé près de la frontière franco-suisse, ressemblait désormais à un spectre décharné, à une apparition fantomatique, à un revenant surgi d'un autre monde, à peine reconnaissable pour quiconque aurait eu sous les yeux les photographies officielles tirées à 4 épingles prises lors des conférences de presse du CERN où il apparaissait impeccable dans ses costumes italiens sur mesure, souriant avec cette assurance tranquille des gens habitués à être les plus intelligents dans n'importe quelle pièce où ils entrent, sa barbe autrefois soigneusement taillée chaque matin par un barbier professionnel du centre-ville de Genève avait poussé anarchiquement, hirsute emmêlée formant une masse épaisse et broussailleuse de poils noirs parsemés de fils gris prématurés, de mèches blanches qui n'existaient pas 2 mois auparavant, ses cheveux blancs du stress post-traumatique extrême, du choc psychologique profond, de l'angoisse existentielle permanente qui avait envahi ses tempes, strié sa barbe de traînées argentées comme si 20 années s'étaient écoulées en quelques semaines. Ses mains jadis impeccablement manucurées chaque semaine dans un salon, huppé de la rue du Rhône, ses mains de pianiste aux doigts longs et fins qui manipulaient avec une dextérité millimétrique des interfaces tactiles, ultrasensibles, des écrans holographiques, des commandes de systèmes informatiques complexes pilotant des équipements scientifiques de plusieurs milliards de francs suisses, étaient maintenant gercées jusqu'au sang, crevassées profondément, la peau fendue en dizaines d'endroits laissant apparaître la chair à vif, coupée, griffée, meurtrie, abîmée par la manipulation quotidienne de la pierre calcaire rugueuse, et acérée pour colmater les brèches dans les murs, par le fendage du bois vert et humide, ramassé dans la forêt en contrebas pour constituer des réserves minimales, par le contact permanent avec l'eau glacée d'un ruisseau de fonte proche où il allait remplir ses bidons chaque matin avant l'aube, ses ongles autrefois propres et coupés, nets étaient maintenant noirs de crasse incrustée, cassée, déchirée, transformant ses mains d'intellectuel en mains de manuvèvres, de paysans, de survivalistes. Il vivait dans le noir absolu, dans une obscurité totale, stygienne, oppressante qui n'était brisée que quelques minutes par jour, dans une cécité volontaire permanente, qui aurait rendu fou n'importe quel être humain normal en quelques jours seulement tant la privation sensorielle prolongée détruit l'équilibre psychologique. Ces 2 fenêtres étroites, de simples ouvertures rectangulaires creusées dans le mur de pierre dépourvues de vitres depuis des décennies, par lesquelles s'engouffrait le vent mugissant chargé de cristaux de glace, étaient méticuleusement calfeutrées, hermétiquement obstruées par des couvertures de survie mylar de couleur argentée, ces feuilles fines d'aluminium réfléchissant développées initialement par la NASA pour l'émission spatiale Apollo, capable de réfléchir jusqu'à 97% du rayonnement thermique infrarouge, scotché avec un soin maniaque en triple épaisseur superposé sur les rebords de pierre à l'aide de rubans adhésifs toilés militaires ultra résistants pour bloquer absolument toute, la moindre émission microscopique de chaleur corporelle vers l'extérieur qui pourrait être détectée par les capteurs thermiques des satellites, des drones, des hélicoptères de surveillance qui ratissaient peut-être la région à sa recherche. Il s'assit lentement, avec des gestes raides, arthritiques de vieillard, alors qu'il n'avait que 34 ans, ses articulations douloureuses protestant contre le froid permanent, l'humidité pénétrante, le manque de protéines dans son alimentation de survie composée essentiellement de riz complet, de lentilles sèches, de barres énergétiques, périmées achetées en cash dans un supermarché de Valais 3 semaines auparavant en tailleur sur le sol de terre battue inégale, bosselé, glacial malgré le tapis de mousse isolant qu'il avait disposé, enveloppé jusqu'au cou comme une momie dans un duvet de haute montagne de la marque Mountain Hardwear classé -30 degrés Celsius, un sac de couchage professionnel rouge vif qu'il avait eu la présence d'esprit d'acheter lors de sa fuite précipitée et qui constituait probablement la seule barrière fragile entre lui et l'hypothermie mortelle. Devant lui, disposé avec un ordre presque obsessionnel compulsif sur une planche en bois posée sur 2 pierres plates, formant une table de fortune, pas d'écran luminescent d'ordinateur portable, pas de tablette tactile dernier cri, pas de smartphone connecté au réseau mondial, aucun de ces appareils électroniques omniprésents qui avaient constitué l'environnement naturel, l'écosystème technologique permanent des 15 dernières années de sa vie d'adulte, hyperconnecté. Juste une simple bougie artisanale en cire d'abeille naturelle de couleur jaune pâle achetée chez un apiculteur local, qu'il n'allumerait qu'une fois le satellite espion passé au-dessus de sa position géographique et disparu au-delà de l'horizon oriental selon ses calculs orbitaux, et une pile soigneusement empilée de cahiers d'écoliers à spirale métallique, ces cahiers bon marché à couverture cartonnée colorée à petits carreaux 5 mm qu'on trouve dans n'importe quelle papeterie, dans lesquels il consignait frénétiquement
compulsivement ses équations, ses théories, ses découvertes terrifiantes, avec un crayon à papier HB ordinaire qu'il taillait régulièrement avec son couteau Opinel repliant, la seule trace matérielle de son travail révolutionnaire qui pourrait survivre à sa mort probable. Le silence régnant dans la bergerie isolée était total, absolu, presque surnaturel, d'une qualité acoustique qu'on ne trouve que dans les hautes montagnes loin de toute civilisation humaine, ce silence oppressant, écrasant des espaces vides qui fait entendre le battement de son propre hue résonnant dans ses tympans, seulement brisé irrégulièrement par le vent arctique qui sifflait, gémissait, hurlait comme une entité vivante et malveillante à travers les pierres mal jointes du mur nord exposé aux intempéries, s'infiltrant par les interstices, les fissures, les trous dans le mortier depuis longtemps désagrégés, créant des courants d'air glacés qui balayaient le sol en soulevant de minuscules tourbillons de poussière calcaire et qui faisaient vaciller les ombres projetées par la lueur rougeoyante, presque imperceptible des braises mourantes dans le poêle qu'il n'osait pas ranimer. Elias ferma lentement ses yeux enfoncés dans leurs orbites creusées par la privation de sommeil chronique, la malnutrition progressive, le stress post-traumatique permanent et compta mentalement les secondes avec cette précision métronomique, quasi autiste qu'il avait développée durant son enfance solitaire passée à mémoriser des décimales de pi, des constantes physiques, des séquences mathématiques. 1, 2, 3, 4. Il visualisait avec une clarté hallucinatoire quasi photographique la trajectoire orbitale complexe du satellite Argus 7, se déplaçant silencieusement à 7 km et demi par seconde au-dessus de sa tête à travers le vide spatial, 36 000 km au-dessus de l'équateur mais dont le champ de vision des capteurs infrarouges couvrait une ellipse de surveillance de 2000 km de diamètre, incluant toute l'Europe occidentale. Il était devenu une ombre parmi les ombres, un fantôme sans substance, un glitch imperceptible dans la matrice omniprésente de surveillance mondiale qui quadrillait désormais chaque centimètre carré de la surface terrestre, qui suivait en temps réel les déplacements de 8 milliards d'êtres humains, qu'il analysait des milliards de communications, qui reconstituait des réseaux sociaux, qui prédisait des comportements, cette architecture panoptique de contrôle total dont il avait été lui-même jadis un architecte enthousiaste lorsqu'il consultait pour des agences de renseignement en parallèle de ses recherches fondamentales. Pour le monde officiel, pour les médias internationaux qui avaient relayé l'information, pour les bases de données gouvernementales, pour l'état civil suisse et français, pour ses anciens collègues du CERN qui avaient assisté médusés à la catastrophe, pour sa famille affolée en Californie qui avait organisé des funérailles symboliques sans corps, le docteur et sciences physiques de l'Institut fédéral de technologie de Zurich était mort, décédé, vaporisé instantanément, désintégré au niveau moléculaire dans l'explosion thermonucléaire qui avait ravagé la salle de contrôle du LHC le 7 septembre précédent, son corps réduit à ses composantes atomiques élémentaires, dispersées en particules subatomiques, évaporées sans laisser de traces ADN identifiables, comme l'avaient certifié les rapports d'expertise médico-légale officiels, signés par des coronaires suisses qui avaient en réalité reçu des instructions très claires des services de renseignement pour classer ce dossier embarrassant le plus rapidement possible. Pour l'univers lui-même, pour la réalité ontologique profonde au-delà des apparences trompeuses, pour la structure mathématique fondamentale de l'espace-temps qui avait été irrémédiablement endommagée, fissurée, déchirée par son expérience catastrophique, il était le dernier témoin conscient encore vivant de ce qui s'était réellement passé dans les profondeurs souterraines du plus grand accélérateur de particules jamais construit par l'humanité, le seul être humain possédant la connaissance complète, terrifiante de ce que contenaient vraiment les équations qu'il avait découvertes, des implications cosmologiques apocalyptiques de sa théorie unifiée, des dangers existentiels qui menaçaient non seulement l'humanité, mais le tissu même de la réalité si ces informations tombaient entre de mauvaises mains. Il attendit encore 10 minutes supplémentaires par excès de sécurité, par paranoïa justifiée, comptant mentalement 600 secondes supplémentaires une par une comme un condamné à mort compte les dernières minutes avant l'exécution, puis d'un geste lent, tremblant, presque rituel chargé d'une gravité religieuse, il sortit de la poche intérieure de sa doudoune une allumette en bois, une simple allumette suédoise de la marque Ten Sticks Fabrics, achetée dans une épicerie de village, et la craquoie contre la bande rugueuse rouge du côté de la boîte en carton. La flamme minuscule, vacillante, fragile, dansante, d'un orange vif presque liquide qui semblait contenir toute la chaleur absente de ce refuge glacial, éclaira soudainement dans un cercle de lumière dorée de quelques dizaines de centimètres de diamètre son visage émacié, squelettique, méconnaissable, creusé par la faim et l'angoisse, ses pommettes saillantes projetant des ombres profondes, ses yeux enfoncés dans leurs orbites brillant d'une lueur fiévreuse, presque démente qui aurait pu faire peur à quiconque l'aurait croisé, sur un sentier de montagne. Il saisit avec révérence son crayon à papier ordinaire, ce simple cylindre de graphate et de bois de cèdre taillé grossièrement au couteau Opinel, cet instrument d'écriture primitif qui avait servi à des générations d'écoliers pour tracer leurs premières lettres maladroites et qui servait maintenant à consigner potentiellement les équations les plus importantes jamais écrites dans l'histoire de la physique théorique depuis qu'Einstein avait griffonné MMC sur un bout de papier.
le travail clandestin, dangereux, obsessionnel pouvait reprendre pour quelques heures précieuses avant l'aube. La dédition, le graphate tendre du crayon à papier HB crissa désagréablement, produisant un grincement aigu, stridente qui fit involontairement se contracter ses mâchoires crispées sur le papier bon marché de fabrication industrielle, ce papier recyclé légèrement grisâtre, granuleux, poreux de qualité médiocre vendu en lot de 10 cahiers pour quelques euros dans les hypermarchés et les bazars de proximité, un papier qui absorbait le graphite de manière inégale, créant des zones plus sombres et des zones plus claires, laissant des stries irrégulières qui rendaient l'écriture moins nette, moins précise qu'il l'aurait souhaité, un papier qui peluchait légèrement sous la pression répétée de la mine, arrachant de minuscules fibres cellulosiques qui venaient se coller à la pointe du crayon et qu'il devait essuyer régulièrement sur sa manche. C'était un son rugueux, désagréable, primitif, archaïque, presque préhistorique, qui évoquait les premiers scribes sumériens gravant des cunéiformes dans des tablettes d'argile fraîche il y a 5000 ans avec des roseaux taillés, un son qui se situait à des années-lumière technologiques, à des décennies d'évolution, à un gouffre civilisationnel infranchissable des claviers mécaniques haptiques à retour de force de la marque Logitech qu'il utilisait au CERN, de ces interfaces tactiles holographiques tridimensionnelles qui réagissaient au millième de millimètre près à la pression et au mouvement des doigts dans l'espace, des écrans courbes 8K de 50 pouces affichant simultanément des centaines de fenêtres de calcul en temps réel, des supercalculateurs quantiques D-Wave de dernière génération dotés de 5000 qubits supraconducteurs refroidis à quelques millikelvins au-dessus du zéro absolu, capables d'effectuer en quelques secondes des calculs qui prendraient des millions d'années aux ordinateurs conventionnels les plus puissants, ces merveilles technologiques auxquelles Elias avait été habitué depuis son adolescence prodige passée dans les laboratoires de Stanford et du MIT, ces outils qui étaient devenus des extensions naturelles de son cerveau, des prothèses cognitives sans lesquelles il avait l'impression d'être amputé d'une partie de lui-même. Pourtant, paradoxalement, ironiquement, cruellement, c'était précisément ici, dans cette bergerie primitive dépourvue d'électricité, d'eau courante, de connexion Internet, de tout confort moderne, dans l'isolement total de la civilisation technologique, réduit aux instruments les plus rudimentaires de l'expression mathématique, dans la marge étroite d'un cahier Clairefontaine standard à petits carreaux de 5 mm, ces carreaux bleu pâle imprimés sur fond blanc qui avaient servi à des générations d'écoliers français pour apprendre leur table de multiplication, pour résoudre leurs premiers problèmes de géométrie euclidienne, pour tracer leurs premières fonctions du second degré, que la vérité cosmologique fondamentale, terrible, apocalyptique se dessinait enfin avec une clarté aveuglante, qui n'avait jamais émergé malgré les pétaoctets de données analysées par les supercalculateurs du CERN, malgré les milliers d'heures de simulations numériques sophistiquées exécutées sur des clusters de calcul parallèles massifs. Elias trace avec une concentration féroce, totale, excluant absolument tout le reste de sa conscience le froid mordant, la faim qui lui tiraillait l'estomac vide depuis 36 heures, l'angoisse existentielle permanente de sa situation précaire, une longue courbe asymptotique élégante, fluide sur le papier quadrillé, cette courbe caractéristique qui s'approche indéfiniment d'une ligne sans jamais la toucher, symbole mathématique de l'infini inaccessible, métaphore géométrique de la limite infranchissable. Il reprit mentalement, reconstituant neurone par neurone dans les circuits de sa mémoire, éthétique exceptionnelle entraînée depuis l'enfance par des exercices mnémotechniques intensifs, les données brutes cruciales mémorisées, gravées indélébilement dans sa conscience lors de l'incident cataclysmique du LHC survenu le 7 septembre à 14h37 et 22 secondes précises, heure de Genève, ces 3 secondes d'éternité subjective dilatée où le temps avait semblé se figer complètement, où il avait vu littéralement, physiquement avec ses yeux biologiques le visage métaphorique de Dieu se manifester dans la salle de contrôle sous la forme d'une singularité lumineuse aveuglante, ou plutôt, plus précisément, plus terrifiant encore, son compte à rebours inexorable vers l'extinction finale, cette horloge cosmique égrenant les dernières nanosecondes de l'existence manifestée. Il tenta avec acharnement, s'y reprenant à plusieurs reprises, raturant, effaçant, recommençant obsessionnellement de dériver analytiquement la fonction mathématique complexe de l'entropie inverse. Ce concept contre-intuitif, paradoxal qui violait apparemment la sacro-sainte deuxième loi de la thermodynamique établie depuis le XIXe siècle, cette fonction mystérieuse qui avait formé spontanément dans les données brutes du détecteur Atlas, la lettre hébraïque énigmatique Aleph, ce symbole kabbalistique millénaire utilisé par les mathématiciens pour désigner les nombres transfinis de Cantor, les différents ordres d'infini dans la hiérarchie des cardinaux, ce caractère qui n'aurait jamais dû, ne pouvait logiquement pas apparaître dans les résultats d'une expérience de physique des particules à moins que quelque chose de fondamentalement, ontologiquement anormal ne se produise dans le tissu même de l'espace-temps. Soudain, brutalement, comme si un courant électrique de haute tension venait de traverser son système nerveux central, paralysant instantanément tous ses muscles volontaires, sa main droite tenant le crayon se figea complètement en plein mouvement, suspendu dans l'air à quelques millimètres du papier, tremblant imperceptiblement, les tendons saillant sous la peau amincie de son avant-bras décharné. Il y avait une anomalie flagrante,
criante, impossible à ignorer dans les équations qui se déployaient devant ses yeux écarquillés d'horreur. Une incohérence mathématique profonde, fondamentale dans la progression logarithmique qu'il venait de calculer, une divergence qui ne devrait pas exister si sa théorie était correcte, une discontinuité qui apparaissait comme une fissure béante dans l'édifice théorique qu'il construisait depuis des semaines. Il refit frénétiquement le calcul complexe de dérivation partielle, noircissant compulsivement la page de symboles mathématiques de plus en plus serrés, de plus en plus illisibles dans sa hâte fébrile, de fractions à plusieurs étages, d'intégrales multiples imbriquées, d'opérateurs différentiels, rayant furieusement, rageusement des lignes entières d'équations, avec des traits épais, violents qui déchiraient presque le papier fragile, recommençant encore et encore la même démarche analytique, en espérant désespérément obtenir un résultat différent, la sueur salée piquant douloureusement ses yeux rougis, irrité par la fatigue chronique malgré le froid polaire, glacial de la pièce, non chauffée où la température intérieure devait avoisiner les 5 degrés Celsius à peine, formant de la buée blanche condensée à chaque expiration allaitante, qui s'échappait de sa bouche entr'ouverte. « C'est absolument impossible », murmura-t-il pour lui-même dans le silence oppressant, sa voix rauque, éraillée, cassée, par le manque d'usage, il n'avait pas prononcé un seul mot à voix haute depuis 12 jours, vivant dans un mutisme total qui commençait à affecter ses cordes vocales brisant violemment le silence religieux, sépulcral de la bergerie isolée comme une pierre jetée dans un lac d'huile immobile, faisant sursauter les quelques souris des champs qui avaient établi leur nid dans les recoins sombres des murs de pierre et qui détalèrent précipitamment dans un froissement de paille sèche. Il posa son crayon avec des gestes lents, mécaniques d'automate détraqués sur la planche qui lui servait de bureau de fortune. Ses doigts gercés, engourdis, douloureux tremblaient violemment, incontrôlablement comme ceux d'un alcoolique en sevrage brutal ou d'un parkinsonien à un stade avancé, agité de spasmes nerveux involontaires qu'il ne parvenait pas à maîtriser malgré tous ses efforts de concentration mentale. Ce n'était pas une simple erreur de calcul bête et méchante, une étourderie arithmétique, une faute d'inattention dans le placement d'un signe moins ou d'un exposant, une de ces coquilles banales qui se glissent dans les démonstrations mathématiques les plus soigneuses et qu'on corrige facilement en reprenant la dérivation ligne par ligne. Non, c'était infiniment plus grave, plus profond, plus terrifiant dans ses implications. La constante cosmologique fondamentale qu'il avait identifiée lors de l'incident du LHC, cette grandeur mystérieuse qui semblait gouverner le taux de décroissance exponentielle de l'univers vers son état d'entropie maximale, vers le Big Freeze prédit par la cosmologie standard, où toute structure organisée se dissout dans un océan de rayonnement thermique uniforme à quelques kelvins au-dessus du zéro absolu, cette constante qu'il avait supposée fixe, immuable, éternelle comme toutes les constantes fondamentales de la physique, la vitesse de la lumière dans le vide, la constante de Planck, la charge élémentaire de l'électron, la constante gravitationnelle n'était absolument pas une valeur fixe, statique, invariante gravée dans le marbre des lois physiques depuis le Big Bang originel, il y a 13,8 milliards d'années, elle était au contraire dynamique, évolutive, changeante, croissante, s'accélérant exponentiellement avec le temps selon une loi différentielle non linéaire qu'il commençait tout juste à entrevoir dans ses calculs et qui bouleversait absolument tout ce qu'on croyait savoir sur l'évolution à long terme du cosmos. Il comprit avec une horreur viscérale, primitive qui lui retourna littéralement les entrailles, qui lui donna envie de vomir la bile acide qui était tout ce qui restait dans son estomac vide, une horreur existentielle qui dépassait de plusieurs ordres de grandeur la simple peur de sa propre mort imminente, probable aux mains des services de renseignement qui le traquaient, que l'univers observable dans son ensemble, les centaines de milliards de galaxies dispersées sur des dizaines de milliards d'années-lumière, les trillions d'étoiles qui brillent dans la nuit cosmique, les planètes innombrables qui orbitent autour de ces étoiles dont certaines abritent, peut-être d'autres formes de vie consciente, se posant les mêmes questions métaphysiques terrifiantes, ne se contentaient pas passivement, tranquillement de mourir lentement, selon le scénario standard de mort thermique, qui devait prendre des googles d'années, ces durées si astronomiquement longues qu'elles dépassent toute compréhension humaine, que même les écrire en notation scientifique nécessitent des exposants à plusieurs chiffres. Non, il se précipitait activement, inexorablement vers sa fin ultime, avec une accélération croissante, vertigineuse. Comme l'eau d'une baignoire qui tourbillonne de plus en plus vite, de plus en plus violemment à l'approche du siphon d'évacuation centrale, créant un vortex qui s'approfondit et s'accélère exponentiellement jusqu'à ce que les dernières gouttes disparaissent dans un gargouillis final, le temps lui-même cette dimension fondamentale de l'existence que nous expérimentons comme un flux unidirectionnel allant du passé vers le futur, ce paramètre qui structure toute notre expérience de la réalité subissait une accélération gravitationnelle catastrophique, irréversible analogue à celle qu'éprouverait un astronaute franchissant l'horizon des événements d'un trou noir supermassif. Ce qui devait normalement prendre des siècles selon les modèles cosmologiques standards, des millénaires, des millions d'années, des éons géologiques pendant lesquels les civilisations auraient le temps d'évoluer, de se développer, de coloniser d'autres systèmes stellaires, de trouver peut-être des solutions technologiques pour survivre à l'entropie croissante, allait en réalité se produire en quelques mois seulement,
quelques battements de Tur à l'échelle cosmique, quelques clignements d'yeux dans la vie de l'univers. Il écrivit d'une main tremblante, la mine du crayon appuyant si fort sur le papier qu'elle menaçait de se briser à chaque instant, une nouvelle date apocalyptique au bas de la page noircie de calculs frénétiques, l'entoura compulsivement 3 fois avec des cercles de plus en plus épais, de plus en plus appuyés jusqu'à trouer littéralement le papier fragile qui se déchira en son centre, laissant apparaître un petit trou irrégulier à travers lequel on voyait la page suivante du cahier. 31 décembre 2032, 59 mois, moins de 6 ans, 1800 jours approximativement. C'était tout ce qui restait. Pas des milliards d'années, pas même des siècles. 6 misérables années avant que la constante n'atteigne sa valeur critique au-delà de laquelle le tissu spatio-temporel lui-même se déchirerait comme un vieux drap usé jusqu'à la trame, provoquant un effondrement en cascade de toutes les structures organisées depuis l'échelle subatomique jusqu'à l'échelle galactique, une désintégration totale, absolue, définitive de tout ce qui existe. Il releva lentement la tête engourdie, les muscles de sa nuque protestant douloureusement après des heures passées penchées sur ses cahiers dans la même position inconfortable, et regarda fixement, hypnotiquement la flamme vacillante, dansante, presque vivante de sa bougie en cire d'abeille qui constituait la seule source de lumière dans l'obscurité épaisse de la bergerie. Elle semblait objectivement, de manière tangible, vaciller plus vite que la normale, que la fréquence habituelle d'oscillation d'une flamme de bougie dans un air calme, qui est d'environ 2 à 3 Hz selon les manuels de physique des fluides. C'était probablement une illusion perceptive, bien sûr un artefact cognitif produit par son cerveau épuisé, affamé, traumatisé, qui commençait à avoir des hallucinations visuelles mineures après des semaines de privation sensorielle et de stress post-traumatique extrême, mais la sensation subjective de vertige existentiel, de glissement ontologique était terriblement, viscéralement réelle, presque physiquement palpable. Le temps se contractait de manière tangible autour de lui comme les parois d'un piège se refermant inexorablement. L'humanité entière, ses 8 milliards d'âmes vivant leur vie quotidienne banale, conduisant leurs enfants à l'école, allant faire leurs courses au supermarché, regardant des séries télévisées abrutissantes, postant des selfies narcissiques sur les réseaux sociaux, se disputant pour des questions politiques triviales, complètement inconscients de l'épée de Damoclès cosmique suspendue au-dessus de leur tête par un fil qui s'amincissait de jour en jour, vivaient ces derniers battements de Tur collectif, et le rythme cardiaque de l'univers s'emballait dangereusement, pathologiquement vers la tachycardie finale, vers la fibrillation ventriculaire terminale, qui précède immédiatement l'arrêt cardiaque irréversible. Il n'avait plus le luxe du temps pour se cacher indéfiniment dans cette bergerie isolée comme un ermite médiéval fuyant la peste bubonique, pour attendre passivement que la situation se résolve d'elle-même ou que les services de renseignement finissent par le localiser et l'éliminer. Il devait bouger, agir, sortir de sa paralysie, briser son inertie. Maintenant, immédiatement, sans délai supplémentaire. Avant que le satellite ne repasse dans 92 heures. Avant que les équations ne soient perdues à jamais. Avant que l'humanité ne franchisse le point de non-retour sans même savoir ce qui l'attendait. La ménesse, le sifflement strident était d'abord si aigu, si perçant, si proche de la limite supérieure de l'audition humaine située aux alentours de 20 000 Hz, qu'Elias crut initialement, pendant quelques secondes de confusion-désorientation, à un acouphène pathologique persistant, une séquelle neurologique permanente de l'explosion cataclysmique du LHC, qui avait exposé son système nerveux central à des radiations électromagnétiques intenses, à des ondes de choc acoustique, dépassant largement les limites de tolérance de l'oreille interne humaine, endommageant irréversiblement les cellules ciliées de la cochlée responsables de la transduction des vibrations sonores en signaux nerveux, ces minuscules structures fragiles qui, une fois détruites, ne se régénèrent jamais contrairement aux cellules de la peau ou du foie. Mais le son ténu, presque subliminal, s'amplifia rapidement, exponentiellement, devint en l'espace de quelques secondes angoissante, une vibration mécanique grave, profonde, régulière, pulsante qui faisait résonner sympathiquement les pierres mal jointes des murs de la bergerie comme si la structure entière devenait une caisse de résonance acoustique géante, un bourdonnement caractéristique, reconnaissable entre 1000 de frelons géants mécaniques, de moustiques métalliques démesurément agrandis qui résonna de manière inquiétante contre les parois abruptes de granit gris de la montagne environnante, se propageant, se réfléchissant, s'amplifiant dans l'air raréfié, cristallin de l'altitude en échos multiples qui rendaient difficile la localisation précise de la source sonore. Un drone de surveillance militaire, probablement un modèle MQ-9, Reaper de conception américaine, ou peut-être un Watchkeeper britannique, équipé de caméras optiques haute définition, de capteurs infrarouges thermiques de dernière génération, de systèmes de vision nocturne, de radars à synthèse d'ouverture capables de cartographier le terrain avec une résolution centimétrique même dans l'obscurité totale. Elias écrasa instantanément, par réflexe de survie primordiale, la bougie en cire d'abeille encore allumée, entre son pouce calleux et son index durci, inhibelant complètement, refoulant totalement la douleur aiguë, cuisante, insupportable de la brûlure du 3e degré qui carbonisait instantanément l'épiderme de ses doigts au contact direct de la flamme à plus de 1000 degrés Celsius, la chair grésillant,
se rétractant, dégageant une odeur écœurante de viande brûlée, de protéines dénaturées qui lui souleva le cœur, plongé brutalement dans le noir absolu, total, complet, aveuglant après avoir passé les dernières heures dans le halo rassurant de la bougie, ses pupilles dilatées au maximum, n'arrivant pas à capter le moindre photon utilisable pour reconstruire une image cohérente de son environnement immédiat, il se figea complètement dans une immobilité de statue de marbre de cadavre en rigor mortis, retenant volontairement, consciemment son souffle haletant dans ses poumons brûlants jusqu'à en avoir physiquement mal, jusqu'à ce que son diaphragme se contracte spasmodiquement réclamant désespérément de l'oxygène, jusqu'à ce que des points lumineux commencent à danser devant ses yeux fermés, jusqu'à ce que son rythme cardiaque s'emballe dangereusement dépassant les 150 battements par minute, cognant douloureusement contre ses côtes saillantes, comme s'il voulait exploser hors de sa cage thoracique. Dehors, à l'extérieur des murs épais de pierre censés le protéger, le camoufler, le dissimuler aux regards électroniques scrutateurs, une lueur artificielle inhabituelle, inquiétante balaya méthodiquement, systématiquement la surface immaculée, vierge de la neige fraîchement tombée durant la nuit précédente qui recouvrait le flanc nord de la montagne d'un manteau blanc uniforme d'au moins 50 cm d'épaisseur. Ce n'était absolument pas le faisceau conique, diffus jaunâtre, relativement large d'une lampe torche conventionnelle à incandescence ou LED qu'un randonneur égaré, ou qu'une équipe de secours en montagne, utiliserait pour s'orienter dans l'obscurité, mais un quadrillage laser vert fluo, précis, géométrique, rapide comme l'éclair, chirurgical dans sa précision inhumaine, composé de centaines de lignes parallèles balayant le terrain en passes successives espacées de quelques centimètres, créant une grille tridimensionnelle lumineuse éphémère dans l'air saturé de cristaux de glace en suspension. Un scanner topographique, LiDAR Light Detection and Ranging de qualité militaire, capable de générer en temps réel des modèles numériques de terrain d'une résolution submillimétrique en envoyant des millions d'impulsions laser par seconde et en mesurant le temps de retour de chaque impulsion réfléchie par les surfaces balayées, avec une précision d'horloge atomique. Il cartographiait méticuleusement le relief complexe, détectait les moindres anomalies, les irrégularités suspectes, cherchait les signes révélateurs d'une présence humaine récente, traces de pas dans la neige, accumulation de neige fondue près d'une cheminée, déformation de la végétation, perturbation des motifs naturels du paysage. Le bourdonnement mécanique grave, hypnotique, terrifiant se stabilisa soudainement en un vrombissement stationnaire continu juste au-dessus du toit de l'os grise, de ces plaques de schiste ardoisier empilées selon la technique traditionnelle savoyarde qui constituait la couverture fragile, délabrée, largement effondrée de la bergerie abandonnée. Le vent artificiel puissant, turbulent généré par les rotors quadruples tournant à plusieurs milliers de tours par minute, déplaçant des centaines de mètres cubes d'air froid par seconde, créant un tourbillon descendant violent fit dangereusement trembler, vibrer, osciller la structure précaire, branlante de la bergerie dont les murs de pierre sèche non cimentée tenaient davantage par habitude séculaire et équilibre miraculeux que par solidité structurelle réelle. Des morceaux de mortier desséchés se détachèrent des joints, des lauses mal calées glissèrent avec un bruit de ferraille, menaçant de s'effondrer complètement sur la tête d'Elias tétanisé. Elias savait exactement, avec une certitude mathématique absolue forgée par des années passées à conseiller les agences de renseignement sur leur système de surveillance, ce qui allait inexorablement suivre dans les prochaines secondes selon le protocole opérationnel standard de ce type d'appareil, le capteur thermique infrarouge à imagerie FLIR Forward Looking, infrared de haute sensibilité monté sur cardan gyrostabilisé sous le fuselage du drone, allait automatiquement passer en mode haute résolution, augmentant sa sensibilité de détection, abaissant son seuil de discrimination thermique, jusqu'à pouvoir détecter des variations de température de l'ordre du centième de degré Kelvin. La chaleur résiduelle de son corps vivant à 37 degrés Celsius, même dissimulée, atténuée sous 3 couches superposées de laine mérinos, de polaire épaisse, de Gore-Tex coupe-vent, même réduite au minimum par son métabolisme ralenti par la sous-alimentation chronique et l'hypothermie débutante, allait inévitablement, fatalement briller dans le spectre infrarouge analysé par les algorithmes de reconnaissance de forme du drone, comme un phare lumineux aveuglant dans l'obscurité totale, comme une balise de détresse clignotante, comme un point chaud rouge vif se détachant nettement sur le fond bleu-noir glacial de l'environnement montagnard, impossible à confondre avec la signature thermique d'un animal de passage chevreuil, chamois, marmotte car présentant la signature thermique d'un animal de forme caractéristique, reconnaissable entre mille d'un corps humain assis en position F-tal. Il n'avait que quelques secondes précieuses, critiques, vitales avant que le système d'intelligence artificielle embarqué dans le drone n'achève son cycle de balayage thermique complet, n'identifie formellement sa présence, ne transmette instantanément via liaison satellite cryptée ses coordonnées GPS exactes avec une précision de quelques mètres aux équipes d'intervention rapide, qui attendaient probablement déjà en alerte dans des hélicoptères Puma de l'armée française stationnés à la base aérienne d'Annecy distante de seulement 20 minutes de vol, prête à décoller au signal, armée jusqu'aux dents, entraînée aux opérations nocturnes en terrain montagneux hostile.
Il attrapa frénétiquement, désespérément son sac à dos de randonnée Osprey de 70 litres en nylon balistique noir, résistant, déjà méthodiquement prêt, préparé depuis des jours dans l'anticipation paranoïaque constante de ce moment inévitable, posé stratégiquement près de la porte arrière de la bergerie, une simple planche vermoulue de bois de mélèze pourri, rongée par les champignons linivores, attaquée par les termites et les vrillettes, décolorée par des décennies d'exposition aux intempéries alpines alternant gel et dégel, tenant miraculeusement encore sur ses gonds rouillés et donnant directement sur la pente raide, vertigineuse, presque verticale du versant nord qui plongeait à 45 degrés vers la forêt de conifères sombres en contrebas, 400 mètres plus bas, il y effoura précipitamment, sauvagement ses cahiers à spirale précieux, ses documents irremplaçables contenant l'unique copie existante de ses calculs apocalyptiques, froissant les pages dans sa hâte frénétique, déchirant accidentellement certaines feuilles dans sa précipitation maladroite, les tassant sans ménagement au fond du sac principal déjà chargé de son duvet de survie, de vêtements de rechange, de rations lyophilisées, d'une gourde en aluminium, d'un couteau suisse, d'allumettes étanches, de cordages, d'un kit de premier secours basique. Ces papiers froissés, annotés frénétiquement d'une écriture de plus en plus illisible, noircis de symboles mathématiques ésotériques incompréhensibles, pour 99,9% de l'humanité, valaient objectivement, littéralement plus que sa vie misérable, plus que son existence insignifiante d'un seul individu parmi 8 milliards, ils constituaient collectivement le mode d'emploi terrifiant, l'instruction apocalyptique, le manuel technique détaillé de la fin programmée du monde, la carte routière vers l'extinction finale, les équations qui expliquaient exactement, précisément comment, pourquoi, et surtout quand l'univers observable allait s'effondrer sur lui-même dans un cataclysme anthropique terminal. Une voix synthétique plate, mécanique, dénuée de toute émotion humaine, de toute inflexion naturelle, générée algorithmiquement par un système text-speech de qualité militaire, amplifié mécaniquement par un mégaphone directionnel haute puissance embarqué sous le fuselage du drone, déchira brutalement, violemment le silence sacré, millénaire de la nuit alpine comme une lame aiguisée transperçant un voile de soie, sujet Van. Dr Elia Jonathan Van, matricule CER 6034 Alpha Tango. Restez absolument immobile, ne faites aucun mouvement brusque. Une équipe de récupération opérationnelle composée d'agents spécialement formés est actuellement en route vers votre position, avec un temps d'arrivée estimé à 17 minutes. Ne tentez aucune forme de résistance physique ou de fuite. Toute tentative d'évasion sera considérée comme un acte hostile et traitée en conséquence, selon les protocoles d'engagement autorisés. Je répète, restez immobile et attendez l'extraction. La récupération PUNS, ce terme aseptisé, bureaucratique, euphémistique du jargon des services de renseignement, ce mot neutre technique choisi soigneusement pour masquer, pour édulcorer, pour rendre acceptable la réalité brutale, sordide de ce qui allait réellement se passer. Un euphémisme orwellien transparent pour désigner soit une exécution extrajudiciaire sommaire d'une balle dans la nuque tirée à bout portant dans cette bergerie isolée, où personne ne retrouverait jamais son cadavre dévoré par les rapaces et les renards, son corps jeté dans une crevasse glaciaire profonde où il ne referait surface que dans 50 ans, si la fonte des glaciers due au réchauffement climatique le libérait de sa tombe de glace, soit une extraction forcée, violente vers un site noir clandestin de la CIA, un de ces black sites secrets disséminés à travers l'Europe de l'Est, Pologne, Roumanie, Lituanie ou le Moyen-Orient, Égypte, Jordanie, Maroc où il serait interrogé pendant des semaines, des mois sous torture psychologique et physique sophistiquée, privation sensorielle totale, simulation de noyade par waterboarding, position de stress maintenue pendant des heures, injection de psychotropes dissociatifs jusqu'à ce qu'il révèle absolument tout ce qu'il savait, jusqu'à ce que son esprit brillant soit réduit en bouillie, en purée neuronale irrécupérable. Elias donna un violent coup d'épaule désespéré dans la planche vermoulue qui constituait la porte arrière, mettant toute la force résiduelle qui lui restait dans ses muscles atrophiés par des semaines de sous-alimentation, tout son poids décharné de 62 kilos dans cet impact unique. Elle céda dans un craquement sec de bois pourri se fracturant, explosant en échardes, ses gonds rouillés arrachés du chambranle de pierre, tombant vers l'extérieur dans la neige accumulée avec un bruit sourd amorti. Le froid glacial nocturne à -20 degrés Celsius le gifla violemment au visage comme une claque cinglante, comme un seau d'eau gelée jeté en pleine figure, mordant instantanément, cruellement sa peau exposée non protégée de ses joues émaciées, de son front dégagé, de ses oreilles non couvertes, provoquant une douleur aiguë, lancinante de brûlure par le froid, les cristaux de glace en suspension dans l'air saturé d'humidité, se plantant dans ses yeux comme des milliers d'aiguilles microscopiques, l'aveuglant temporairement. Sans regarder en arrière vers la bergerie qui avait constitué son refuge précaire pendant 3 semaines, sans un regard nostalgique vers ce lieu qu'il avait protégé, sans hésitation aucune, sans calcul rationnel des chances de survie qui étaient objectivement quasi nulles, il se jeta littéralement, se propulsa corps et âme, dans la pente enneigée vertigineuse, abrupte, presque verticale qui s'ouvrait devant lui comme une gueule béante, glissant incontrôlablement sur les fesses,
sur le dos, dévalant à une vitesse croissante exponentiellement vers la lisière sombre, impénétrable, menaçante de la forêt de sapins et d'épicéas noirs en contrebas 400 mètres plus bas verticalement, rebondissant douloureusement contre des rochers affleurants à peine recouverts de neige qui lui meurtrissaient les côtes, les hanches, les genoux, alors que le drone militaire pivotait bruyamment, mécaniquement sur son axe vertical, avec un vrombissement aigu de moteurs électriques surchargés pour le suivre, pour le traquer, pour le verrouiller dans son viseur infrarouge, pour maintenir le point lumineux de sa signature thermique au centre du réticule de ciblage. La chasse mortelle était officiellement ouverte, le gibier humain dévalait la montagne. Les prédateurs électroniques l'encerclaient déjà, la piste 40 minutes interminable plus tard, 40 minutes d'une descente infernale, chaotique à travers la pente vertigineuse, enneigée parsemée de rochers affleurants tranchants comme des lames de rasoir, de ravines profondes dissimulées sous la neige traîtresse, de plaques à vent instables menaçant de déclencher une avalanche mortelle à chaque foulée maladroite, 40 minutes de fuite éperdue, panique où chaque seconde semblait durer une éternité subjective dilatée par l'adrénaline pure inondant son système sanguin, où chaque respiration haletante arrachée à l'air raréfié de l'altitude était une victoire contre l'asphyxie imminente. Elias s'effondra littéralement, s'écroula comme un pantin désarticulé dont on aurait coupé tous les fils sous le couvert dense, protecteur, rassurant d'une forêt ancienne de sapins centenaires et d'épicéas majestueux dont les branches basses, chargées de neige accumulée, formaient un plafond naturel impénétrable au regard scrutateur venu du ciel, 300 mètres verticaux plus bas que la bergerie abandonnée dont il venait de fuir, atterrissant brutalement, violemment dans une congère profonde d'1 mètre d'épaisseur de neige poudreuse qui amortit miraculeusement sa chute, désordonnée, mais l'engloutit jusqu'à la taille, le figeant temporairement dans un sarcophage glacé. Ses poumons maltraités, torturés par l'effort physique extrême inhabituel pour un homme qui avait passé les 15 dernières années assis devant des écrans d'ordinateur dans des laboratoires climatisés, brûlaient atrocement, comme s'il avait littéralement avalé, inhalé profondément du verre pilé qui lacérait, déchirait, cisaillait les parois délicates des alvéoles pulmonaires à chaque inspiration douloureuse sifflante, comme si des millions de fragments acérés microscopiques s'enfonçaient dans le tissu spongieux de ses poumons déjà endommagés par 3 semaines passées à respirer l'air vicié, humide, chargé de spores de moisissure de la bergerie insalubre. Au-dessus de la canopée épaisse, impénétrable formée par les cimes enchevêtrées des conifères séculaires, dont les branches supérieures s'entrelaçaient en une voûte végétale protectrice qui filtrait même la lumière lunaire argentée, transformant l'intérieur de la forêt en une cathédrale obscure propice au camouflage, le bourdonnement mécanique obsédant, terrifiant du drone de surveillance militaire, qu'il avait traqué impitoyablement pendant la descente, essayant de maintenir le verrouillage infrarouge sur sa signature thermique en mouvement rapide, erratique à travers le terrain accidenté, s'éloignait progressivement, décroissait en intensité vers l'ouest, vers la vallée adjacente, dupé efficacement, momentanément par le leurre thermique rudimentaire, mais ingénieux qu'Elias avait improvisé en catastrophe durant sa fuite en jetant stratégiquement dans une direction opposée une chaufferette chimique de survie à oxydation exothermique du type utilisé par les alpinistes et les militaires, ces petits sachets contenant de la poudre de fer, du charbon actif, du sel et de la vermiculite qui, une fois activés par contact avec l'oxygène de l'air, génèrent une réaction d'oxydation produisant une chaleur intense à environ 70 degrés Celsius pendant plusieurs heures, créant dans le spectre infrarouge une signature thermique trompeuse mimant approximativement celle d'un corps humain en mouvement que les algorithmes de reconnaissance du drone avaient gobé, suivant cette fausse piste vers une crevasse profonde, étroite creusée par l'érosion glaciaire dans la direction opposée à celle qu'il avait réellement empruntée. Il était sauf momentanément, provisoirement, pour l'instant du moins pour les prochaines heures critiques avant que l'équipe d'extraction n'arrive sur les lieux de la bergerie désertée, ne découvre sa fuite, ne reconstitue sa trajectoire probable, ne lance une opération de ratissage systématique avec des chiens pisteurs, des équipes au sol équipées de viseurs thermiques portables, des hélicoptères survolant méthodiquement la zone en quadrillage serré. Il alluma avec des doigts, tremblants, gourds, à peine capables de coordonner leurs mouvements fins, une minuscule lampe tactique militaire. Surefire à LED rouge de faible intensité qu'il avait acheté dans un surplus militaire avant sa fuite, cette longueur d'onde rouge de 650 nanomètres ayant la propriété de préserver au maximum l'adaptation nocturne naturelle de la rétine contrairement à la lumière blanche qui détruit instantanément la rhodopsine photosensible accumulée dans les bâtonnets rétiniens pendant l'adaptation à l'obscurité, dissimulant soigneusement, paranoïaquement le faisceau lumineux ténu, directionnel au creux fermé de sa paume gauche creusée en coupe pour éclairer minimalement, discrètement sans trahir sa position la dernière page noircie, saturée de son carnet à spirale qu'il extirpa péniblement de son sac à dos déformé, mouillé, souillé de boue glacée et de résine de conifères, collante. Les symboles mathématiques ésotériques intégrales de chemin de Feynman, tenseur de Riemann, spinner de Dirac, opérateur de création et d'annihilation, fonction d'onde, matrice de Pauli dansaient, vacillaient, se dédoublaient devant ses yeux fatigués, épuisés,
déjà affecté par les premiers signes d'hypothermie provoquant une vision floue, trouble, des difficultés de mise au point, ses pupilles dilatées au maximum peinant à accommoder sur les caractères minuscules tracés au crayon sur le papier humide gondolé qui absorbait mal l'éclairage rougeâtre insuffisant. L'équation finale était là, étalée sur 2 pages pleines de calculs compacts, serrés, monstrueuses, terrifiantes de vérité mathématique pure, dure, implacable, d'une beauté austère, glaciale qui aurait fait pleurer de joie esthétique n'importe quel physicien théoricien normalement constitué tant sa structure profonde révélait l'architecture fondamentale cachée de la réalité elle-même, mais elle était tragiquement, fatalement incomplète. Il manquait crucialement une variable de stabilisation critique, un terme supplémentaire dans l'équation différentielle qui aurait permis de contrebalancer, de compenser, d'annuler la divergence catastrophique vers l'infini qui apparaissait inévitablement dans tous ces calculs. Sans ce terme correctif encore inconnu, l'énergie cosmique associée à la constante Aleph qu'il avait découverte était mathématiquement incontrôlable, explosant vers l'infini dans toutes les solutions possibles, divergentes, instables, chaotiques, condamnant l'univers à un effondrement anthropique accéléré inexorable, sans aucune possibilité de stabilisation, de ralentissement, de réversion. Il lui fallait désespérément identifier, découvrir une clé harmonique subtile, une fréquence vibratoire, précise, spécifique capable métaphoriquement de verrouiller solidement, hermétiquement la porte dimensionnelle, le portail ontologique que l'humanité avait inconsciemment, imprudemment ouvert lors de l'expérience catastrophique du LHC en poussant la physique des particules au-delà des limites de sécurité établies par des décennies de recherche prudente, en franchissant des seuils énergétiques qui n'auraient jamais dû être atteints avec les connaissances théoriques limitées, fragmentaires dont disposait la science contemporaine. Son doigt ganté, taché de boue brunâtre gelé et de sang coagulé, noirci provenant des multiples coupures, écorchures, abrasions profondes infligées par sa descente chaotique à travers les rochers acérés et les branches brisées des arbres traça une ligne tremblante, hésitante sous le symbole énigmatique lambda minuscule, cette lettre grecque qui apparaissait, mystérieusement, récurremment dans ses équations sans qu'il comprenne encore totalement sa signification physique profonde, son interprétation ontologique correcte. Einstein. Le vieux Albert génial, l'incomparable génie aux cheveux blancs hirsutes, à la moustache broussailleuse, aux yeux pétillants d'intelligence malicieuse, dont les portraits iconiques ornaient les murs de tous les départements de physique du monde entier, avait passé les 30 dernières années obsessionnelles, frustrantes de sa vie brillante, mais tragiquement inachevée à Princeton, à chercher désespérément, obstinément cette théorie unifiée ultime du tout, cette grâle scientifique insaisissable qui réconcilierait enfin la relativité générale gouvernant le cosmos à grande échelle avec la mécanique quantique régissant le monde subatomique, ces 2 piliers fondamentaux de la physique moderne qui restaient irrémédiablement, mystérieusement incompatibles mathématiquement malgré tous les efforts acharnés des plus brillants esprits du XXe siècle pour les fusionner en un cadre théorique cohérent, unifié. Tout le monde dans la communauté scientifique internationale pensait, croyait fermement, acceptait comme un fait historique établi qu'il avait lamentablement échoué dans cette quête titanesque, impossible, qu'il avait gaspillé pathétiquement 3 décennies précieuses de son génie déclinant dans une impasse théorique stérile, obsédé par une chimère mathématique inaccessible, refusant obstinément, dogmatiquement d'accepter les implications probabilistes, indéterministes de la mécanique quantique qu'il rejetait viscéralement avec sa célèbre formule « Dieu ne joue pas au dé », finissant ses jours isolé intellectuellement, marginalisé par ses pairs qui avaient abandonné sa quête jugée anachronique pour se concentrer sur la physique quantique pratique, appliquée qui produisait des résultats concrets, des prédictions vérifiables, des applications technologiques révolutionnaires. Mais Elias se souvint soudainement, avec une clarté fulgurante de révélations mystiques d'une légende apocryphe, d'une rumeur persistante, d'une histoire semi-mythique qui circulait en chuchotement conspirateur dans les couloirs faiblement éclairés du CERN tard le soir après minuit, dans les cafétérias enfumées où les physiciens épuisés par des journées de 14 heures passées à analyser des pétaoctets de données des collisions de particules, se racontaient entre collègues initiés, entre membres de la tribu scientifique secrète, des anecdotes étranges, troublantes que les physiciens plus âgés, les professeurs émérites barbus aux cheveux gris transmettaient aux jeunes doctorants impressionnables, comme une tradition orale ésotérique, un folklore scientifique parallèle. Einstein ne notait apparemment pas systématiquement tout sur papier contrairement à ce que les biographies officielles autorisées suggéraient. Il disait souvent, répétait fréquemment à ses amis proches, à ses assistants fidèles, à ses rares visiteurs privilégiés que ses meilleures idées révolutionnaires, ses intuitions les plus profondes, ses percées conceptuelles décisives ne lui venaient jamais assis devant son bureau encombré de paperasses à noircir frénétiquement des pages de calcul formels, mais paradoxalement en jouant distraitement, méditativement de la musique classique sur son violon adoré qu'il considérait comme un compagnon spirituel, indispensable, un outil de pensée aussi important que les mathématiques elles-mêmes. Il appelait affectueusement son instrument Lina comme on nomme un être vivant, une personne chère, lui parlait parfois comme à une confidente silencieuse,
l'emportait partout avec lui dans ses déplacements professionnels, refusait de s'en séparer même pour les conférences internationales les plus prestigieuses. La rumeur tenace, persistante, impossible à vérifier mais impossible aussi à réfuter complètement voulait qu'avant de mourir à l'hôpital de Princeton le 18 avril 1955 à 1h16 du matin des suites d'une rupture d'anévrisme aortique, conscient que ses jours étaient comptés, que la mort approchait inexorablement, refusant obstinément l'opération chirurgicale, risquée que les médecins lui proposaient en déclarant avec cette dignité stoïque qui le caractérisait « Je veux partir quand je veux ». Il est de mauvais goût de prolonger artificiellement la vie, il est méthodiquement, délibérément gravé au couteau, ciselé avec une précision millimétrique une série cryptique de mesures musicales apparemment aléatoires, dénuées de sens mélodique conventionnel sur le chevalet arqué en érable massif d'un instrument spécifique parmi les 3 violons qu'il possédait, un Stradivarius de collection de valeur inestimable, qu'il avait légué testamentairement à une fondation culturelle obscure, confidentielle, pratiquement inconnue du grand public basée à Zurich en Suisse, cette ville qu'il avait tant aimée durant ses années d'études à l'école polytechnique fédérale dans sa jeunesse tumultueuse. La fondation Kaites du nom mystérieux, évocateur de cette ville légendaire russe invisible, cachée sous les eaux d'un lac selon les contes folkloriques slaves médiévaux, une ville utopique qui n'apparaissait qu'aux âmes pures, aux chercheurs sincères de vérité. Eliar referma lentement, solennellement son carnet humide avec une révérence presque religieuse comme on ferme un grimoire sacré, un codex ancien contenant des secrets interdits. Ce n'était pas une simple légende urbaine inventée par des physiciens désœuvrés pour agrémenter leurs soirées monotones. C'était une sauvegarde intentionnelle, délibérée, planifiée. Einstein, ce génie visionnaire qui avait compris bien avant tous les autres que ses découvertes révolutionnaires seraient inévitablement militarisées, détournées, perverties pour fabriquer des armes de destruction massive comme la bombe atomique qu'il avait contribué indirectement à créer et qu'il avait regretté amèrement jusqu'à sa mort en signant des pétitions pacifistes, en soutenant le désarmement nucléaire, avait délibérément caché la clé ultime de compréhension de l'univers, le chaînon manquant de sa théorie unifiée inachevée dans la musique, dans les harmoniques, dans les fréquences vibratoires pures, le seul langage véritablement universel, transculturel qui ne ment jamais, qui ne peut être falsifié, manipulé, déformé par les idéologies politiques ou les ambitions militaires, le seul code que les mathématiciens, les physiciens et les musiciens pourraient déchiffrer ensemble, en collaboration interdisciplinaire. Zurich était géographiquement située à environ 250 km exactement à vol d'oiseau, vers l'est-nord-est selon les calculs mentaux approximatifs que Lias effectua rapidement en visualisant la carte topographique de la région alpine qu'il avait mémorisée avant sa fuite. Une forteresse financière internationale, une citadelle bancaire impénétrable, le coffre-fort hermétique de l'Europe, une ville surveillance totale, quadrillée, monitored par plus de caméras de vidéosurveillance haute définition connectées en réseau analysé en temps réel par des algorithmes de reconnaissance faciale sophistiqués, que même le Pentagone américain à Washington ou le quartier général de la NSA à Fort Meade dans le Maryland, ces temples paranoïaques de la surveillance de masse. C'était objectivement, rationnellement de la folie pure, du suicide assisté, une mission impossible digne des romans d'espionnage de pacotille. Traverser clandestinement la moitié de la Suisse sans papier d'identité valide, sans argent traçable, sans moyens de transport, traqué par toutes les agences de renseignement occidentales coordonnées, s'introduire dans une fondation privée certainement protégée par des systèmes de sécurité de pointe, voler un violon Stradivarius de valeur inestimable, probablement exposé dans une vitrine blindée sous alarme laser connectée directement au commissariat central. Elias se releva péniblement, chancelant sur ses jambes tremblantes, affaibli, ses genoux menaçant de se dérober sous lui, s'appuyant contre le tronc rugueux, résineux d'un sapin centenaire pour ne pas s'effondrer à nouveau, époussetant maladroitement avec des gestes mécaniques, automate la neige collante, glacée qui adhérait obstinément à son pantalon de randonnée déchiré, à sa veste Gore-Tex souillée de boue, de résine, de sang séché. Alors en route pour la Suisse, murmura-t-il d'une voix rauque, brisée à peine audible dans l'obscurité oppressante de la forêt nocturne silencieuse, où seuls résonnaient occasionnellement les craquements sinistres des branches surchargées de neige se brisant sous le poids, les ululements lointains d'une chouette hulotte chassant, le bruissement furtif de petits mammifères nocturnes invisibles. Il n'avait objectivement plus le moindre choix rationnel, plus aucune alternative raisonnable, plus aucune option sécuritaire. Se rendre aux autorités signifiait la mort certaine, ou pire encore, l'emprisonnement à vie dans une cellule d'isolement sensoriel total. Rester caché dans les montagnes signifiait mourir de froid, de faim ou être capturé sous quelques jours. La seule voie possible, aussi insensée soit-elle, était d'avancer, de continuer, de ne jamais s'arrêter jusqu'à l'effondrement final. Il devait voler un violon légendaire pour sauver le monde de l'apocalypse anthropique. L'absurdité cosmique de la situation aurait été risible si les enjeux n'étaient pas l'extinction totale de toute vie consciente dans l'univers observable d'ici 5 ans. Le miroir du quotidien, capitaine Dumont Gendarmerie de Haute-Savoie profil,
Capitaine Jean-Luc Dumont, 58 ans bien sonné depuis son anniversaire du mois de mars, célébré sobrement avec sa femme Colette autour d'un gigot d'agneau et d'une bouteille de Côte-du-Rhône, bientôt 59 à Noël prochain. Commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Thônes, ce bourg montagnard paisible de 5000 âmes nichées au cœur du massif des Aravis en Haute-Savoie, célèbre principalement pour son reblochon fermier AOP et ses pistes de ski de fond fréquentées par les retraités hollandais durant l'hiver. 37 années de service loyal, consciencieux, irréprochable dans la gendarmerie nationale, dont 22 passés dans cette même brigade rurale tranquille, où les délits les plus graves se limitaient généralement au vol de poules chez les fermiers, aux excès de vitesse des touristes parisiens pressés sur la départementale, aux bagarres alcoolisées devant le café du commerce, les soirs de matchs de rugby, aux litiges de bornage entre propriétaires voisins obsédés par leurs 3 mètres carrés de terrain disputés depuis 3 générations. À exactement 6 mois calendaires de la retraite bien méritée qu'il attendait avec une impatience croissante, comptant mentalement les jours restants comme un prisonnier compte ceux qui le séparent de sa libération conditionnelle, il ne rêvait plus que de pêche contemplative à la mouche sur les rivières cristallines de montagne, où frayent les truites fario sauvages, de longues journées entières passées les pieds dans l'eau glacée à observer patiemment les remous, les courants, les insectes posés à la surface, et redoutait plus que tout au monde, avec une aversion viscérale, pathologique, presque phobique les formulaires administratifs numériques informatisés proliférants qui envahissaient progressivement, inexorablement son métier jadis concret, humain enraciné dans le terrain et le contact direct avec la population locale, ces fichiers Excel incompréhensibles, ces logiciels de gestion bureaucratique abscons développés par des informaticiens parisiens qui n'avaient manifestement jamais mis les pieds dans une gendarmerie de campagne, ces plateformes en ligne capricieuses qui plantaient systématiquement au moment crucial de valider un rapport, ces mots de passe complexes à renouveler tous les 15 jours qu'il notait honteusement sur des post-it collés sous son clavier au mépris de toutes les consignes de cybersécurité martelées lors des formations obligatoires assommantes. La scène, il était exactement 8h00 du matin selon l'horloge murale ronde à aiguille blanche sur fond bleu marine nationale accrochée au mur crépi beige au-dessus du distributeur d'eau potable et la machine à café professionnelle Nespresso de la gendarmerie, ce modèle commercial robuste censé supporter des dizaines d'utilisations quotidiennes acquis il y a 4 ans sur le budget d'équipement de la brigade, après des mois de négociations tatillonnes avec l'intendance départementale à Annecy, rendait manifestement l'âme, agonisait bruyamment dans un gargouillis sinistre, inquiétant, pathétique de tuyauteries obstruées, de pompes défaillantes crachant des jets de vapeur surchauffés par à-coups erratiques, dégageant une odeur âcre, désagréable de plastique surchauffé et de café brûlé qui empestait toute la salle commune exiguë de 15 mètres carrés aux murs décorés de circulaires administratives jaunies, d'affiches de prévention routière déchirées sur les dangers de l'alcool au volant, de tableaux Excel imprimés listant les tours de garde, de photos officielles du président de la République et du ministre de l'Intérieur dans leur cadre doré réglementaire légèrement de travers. Dumont, debout devant la machine récalcitrante dans son uniforme bleu marine impeccablement repassé par Colette la veille au soir, les galons de capitaine scintillant discrètement sur ses épaulettes rigides, sa casquette réglementaire posée sur le coin du bureau métallique gris administratif standard, soupira profondément, longuement, bruyamment avec cette lassitude existentielle accumulée de l'homme fatigué qui a vu trop de machines tomber en panne, trop de réformes administratives absurdes se succéder, trop d'hivers rigoureux user son corps vieillissant, tapota machinalement, rituellement le flanc métallique tiède de l'appareil défaillant avec la paume ouverte de sa main droite aux doigts épais, court, calleux comme si ce geste magique, cette tape amicale pouvait miraculeusement ressusciter la mécanique agonisante selon la logique primitive, superstitieuse qui veut qu'on frappe les appareils électroniques récalcitrants pour les faire repartir, et se tourna résigné, légèrement irrité vers l'imprimante laser sécurisée, Xerox de haute capacité installée dans le coin opposé de la pièce qui crachait, éjectait, vomissait méthodiquement du papier A4 blanc standard 80 grammes depuis maintenant 2 minutes interminables, sans interruption aucune dans un bruit mécanique répétitif, hypnotique de roulement habile, de rouleaux caoutchoutés, de moteurs électriques vrombissants, produisant une pile croissante, débordante de feuilles imprimées qui s'accumulaient dangereusement dans le bac de sortie déjà plein à ras-bord, menaçant de se répandre sur le sol carrelé gris administratif. Il s'approcha de l'imprimante possédée, attrapa, arracha brusquement la feuille de tête encore tiède, légèrement humide d'encre fraîche qui dégageait cette odeur caractéristique, chimique de tonnet chauffé, de papier tout juste sorti de la machine. Un bandeau rectangulaire rouge vif, agressif, criard, impossible à ignorer, barrait, horizontalement le haut de la page sur toute sa largeur comme une blessure sanglante, comme une alerte maximale, comme un avertissement apocalyptique, diffusion restreinte, priorité, alpha, sécurité nationale, transmission immédiate à tous les postes. En dessous de ce bandeau alarmiste, centré au milieu de la page, une photo d'identité floue, granuleuse, pixelisée, de mauvaise qualité, manifestement tirée, extraite, agrandie excessivement d'une caméra de surveillance basse résolution ou d'un vieux badge d'accès numérisé,
compressé puis décompressé plusieurs fois perdant à chaque étape de la définition, montrait le visage émacié, creusé, quasi cadavérique d'un homme blanc d'une trentaine d'années aux yeux profondément cernés, enfoncés dans leurs orbites comme ceux d'un toxicomane en sevrage ou d'un malade en phase terminale, mal rasé depuis plusieurs jours avec une barbe anarchique, hirsute, inégale qui mangeait ses joues creuses, ses cheveux châtains en bataille collés sur son front par la transpiration ou la crasse, son regard fixant l'objectif avec une intensité dérangeante, presque démente qui mettait mal à l'aise même sur une simple photographie administrative. Nom complet en lettres capitales Grace, Van Elia Jonathan. Né le 15 Finteran à Palo Alto, Californie, États-Unis d'Amérique. Nationalité, américaine, suisse double nationalité. Profession déclarée, physicien théoricien, chercheur CERN. Dernière adresse connue, Genève, Suisse. Motif de la recherche en gras souligné, écoterrorisme présumé, sabotage d'infrastructures scientifiques critiques, mise en danger délibérée de la sécurité publique, dangerosité extrême, profil psychologique instable. Instructions opérationnelles en rouge, ne me pas interpeller directement. Ne me pas immédiatement toute présence suspicieuse, tout indice de passage par téléphone sécurisé au numéro d'urgence suivant, et attendre sans délai l'intervention des forces spéciales du GSG ou du RAID qui sont mobilisées en alerte permanente sur ce dossier prioritaire. Dumont grimacea involontairement, fronçant ses sourcils broussailleux grisonnants, plissant ses petits yeux bleus délavés fatigués par 3 décennies passées à lire des procès-verbaux manuscrits illisibles, à scruter des routes mal éclairées durant les patrouilles nocturnes hivernales. Il releva la tête de la feuille suspecte, regarda distraitement, pensivement par la fenêtre à double vitrage embué les montagnes majestueuses, paisibles éternelles, rassurantes encore noyées, enveloppées dissimulées dans la brume matinale blanchâtre, laiteuse cotonneuse qui stagnait dans les vallées alpines en cette matinée automnale fraîche où le soleil n'avait pas encore percé la couche nuageuse basse, ces sommets familiers, immuables et qu'il contemplait depuis son bureau, tous les matins depuis 22 ans et qui constituaient le décor permanent, apaisant de son existence professionnelle monotone, prévisible, sans surprise majeure. Écoterrorisme, marmonna-t-il pour lui-même d'une voix rocailleuse, éraillée par 40 ans de cigarettes gauloises, fumées clandestinement malgré les interdictions sanitaires, et par des décennies passées à parler fort pour couvrir le bruit des moteurs diesel des voitures de service, avec cet accent traînant, chantant typique des vallées savoyardes, qui allonge les voyelles, qui roule légèrement les rers, qui transforme certaines consonnes, cet accent montagnard rustique, authentique qu'il n'avait jamais perdu malgré ses passages obligés dans des écoles de gendarmerie urbaine. Encore un illuminé écologiste qui a probablement dû taguer au spray noir une centrale nucléaire, avec des slogans anticapitalistes débiles, ou démonter sauvagement une méga-bassine agricole controversée dans le sud-ouest pour protester contre l'irrigation intensive, ou saboter une antenne relais 5G parce qu'il croit que les ondes électromagnétiques provoquent le cancer ou contrôlent les cerveaux. Et ces abrutis de bureaucrates parisiens planqués dans leurs bureaux climatisés du boulevard de l'Intérieur nous envoient l'alerte rouge maximale, comme si c'était Oussama Ben Laden, en personne qui se baladait dans nos alpages avec une ceinture d'explosifs et un lance-roquettes. La chute, il attrapa machinalement son agrafeuse métallique grise rapide classique usée par des milliers d'utilisations, ce modèle indestructible fabriqué en Suède qu'il possédait depuis 1995 et qui survivrait probablement à l'apocalypse nucléaire, glissa l'avis de recherche prioritaire sous son bras avec d'autres papiers administratifs en attente de traitement et sortit tranquillement, sans précipitation aucune sur le perron en béton fissuré de la gendarmerie, descendit les 4 marches usées par le passage de milliers de pieds, traversa d'un pas lent, régulier, nonchalant la petite place du village pavé en granit local bordé de platanes centenaires au tronc massif, parsemé de bancs publics en bois verni occupés par les retraités matinaux lisant le Dauphiné libéré en commentant les nouvelles locales jusqu'au panneau d'affichage municipal traditionnel en liège aggloméré brun clair de 2 mètres carrés, protégé par une vitre en plexiglas transparent rayé, éraflé, opacifié par des décennies d'exposition aux intempéries alpines, aux grêlons, aux UV solaires intenses de l'altitude, installé juste à côté de l'arrêt du car scolaire départemental et de la boîte aux lettres jaunes de la poste. Le panneau était déjà saturé, surchargé, débordant littéralement d'une accumulation chaotique, stratifiée, archéologique d'affiches diverses et variées superposées anarchiquement au fil des semaines, des mois, des années parfois, annonces périmées de vide-greniers organisés, 3 étés auparavant et jamais décrochés, publicité jaunie décolorée pour des cours de yoga dans la salle polyvalente communale, horaire obsolète du ramassage des ordures ménagères modifiées, depuis photos pixelisées de chats perdus jamais retrouvés, numéro de téléphone de plombiers locaux, offre d'emploi saisonnier dans les stations de ski pour la prochaine saison hivernale, convocation aux réunions du conseil municipal, calendrier des permanences de la poste, programme culturel de la bibliothèque intercommunale proposant des ateliers de lecture pour les enfants, petites annonces manuscrites rédigées au stylo bille pour des ventes de poussettes d'occasion, de tondeuses à gazon réformées, de meubles anciens hérités dont on veut se débarrasser.
Il n'y avait manifestement plus le moindre centimètre carré de place libre, de surface vierge disponible sur ce liège saturé, compacté par des strates successives de papier agrafé, punaisé, scotchés les uns par-dessus les autres formant un palimpseste administratif millefeuille. Sans hésiter une seule seconde, sans se poser la moindre question éthique ou déontologique sur la priorité relative des informations, sans considération aucune pour l'importance potentiellement vitale, critique, urgente de la vie de recherche nationale, qu'il tenait entre ses doigts épais, il plaqua brutalement, sans ménagement particulier la photo floue du visage émacié d'Elias, vanne directement par-dessus l'affiche rose fluo criarde, voyant imprimé sur papier Bristol épais annonçant en lettres Fantasy Comics en MS, le grand loto annuel de l'amicale bouliste de Thônes, samedi 14 octobre à 2h30, salle des fêtes, nombreux lots à gagner, harpnier prix exceptionnel, un authentique jambon de pays fumé artisanalement offert par la charcuterie Burtin, carton complet garanti, tombola gratuite, buvette et pâtisserie maison, venez nombreux soutenir nos boulistes. Désolé pour le jambon, Dédé grogna-t-il avec un petit rire sardonique en s'adressant mentalement à André Mérioz, le président septuagénaire moustachu, bedonnant bonhomme de l'amicale bouliste locale qu'il croisait régulièrement au marché du jeudi matin et qui serait probablement furieux de voir son affiche si soigneusement conçue sur l'ordinateur de sa petite fille lycéenne, recouverte par cette photo sinistre d'un terroriste présumé qui allait foutre une ambiance lugubre, anxiogène sur la place du village, tout en enfonçant méthodiquement, sans délicatesse excessive, une punaise métallique argentée à tête ronde, directement dans le front du physicien fugitif, transperçant le papier glacé de l'avis de recherche, le papier Bristol rose de l'affiche du loto, pénétrant profondément dans le liège friable du panneau avec un petit craquement sec satisfaisant. Il recula d'un pas mesuré pour admirer son travail d'affichage expéditif, les mains calleuses posées sur les hanches dans une posture décontractée typique des gendarmes de campagne satisfaits d'avoir accompli une tâche administrative supplémentaire, contemplant avec une certaine satisfaction professionnelle macabre le visage tragique, désespéré de l'homme qui tentait désespérément de sauver l'univers entier de l'effondrement anthropique, apocalyptique désormais coincé absurdement, pathétiquement entre une petite annonce manuscrite griffonnée au stylo Bic bleu pour une portée de chiot Golden Retriever à donner contre bon soin, adorable boule de poil née le 2 septembre, vacciné, vermifugé, très affectueux, cherche famille aimante, tel 06XXXXXX et l'horaire imprimé en Times New Roman taille 14 de la messe dominicale hebdomadaire célébrée par le Père Christophe à l'église Saint-Maurice dimanche 10h 1000, tous les fidèles sont cordialement invités, poilin. Tout ça pour qu'un gratte-papier bureaucrate parisien planqué dans un ministère climatisé justifie son budget annuel de fonctionnement disproportionné et ses effectifs pléthoriques inutiles, marmonna-t-il avec cette amertume résignée, fataliste du fonctionnaire de terrain qui exécute mécaniquement des ordres absurdes venus d'en haut sans y croire une seule seconde, qui a depuis longtemps perdu toute illusion sur l'efficacité de la hiérarchie administrative. Allez à la soupe maintenant. J'ai des contraventions de stationnement à rédiger et un accident de tracteur à constater chez le père Jacquier. Il tourna les talons avec une indifférence totale, absolue aux implications cosmiques de son geste désinvolte, pivota sur ses chaussures réglementaires noires cirées et rentra tranquillement au chaud dans la gendarmerie accueillante, dont le chauffage central ronronnait agréablement, laissant derrière lui le visage tourmenté, tragique de l'homme qui portait sur ses épaules frêles la connaissance exacte de la date de fin du monde coincée pathétiquement, absurdement entre une vente de chiots et l'horaire de la messe dominicale. L'ironie cosmique était si absolue qu'elle en devenait presque sublime.